Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu, je suis un citoyen qui habite la région nantaise et je suis un militant du Détravail depuis maintenant 10 ans, je pense. Je dois vous faire une confidence d'abord, je n'ai jamais lu Marx. Donc on va parler de travail pendant 20 minutes, mais j'ai essayé, j'ai lu 10 lignes et puis ça m'a saoulé. Mais ça ne m'a pas empêché de réfléchir et de creuser sur ce sujet, notamment en lisant du Milondo, du Le Pesant. Et je vais surtout vous parler de par mon expérience vécue. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui manque à ce genre d'événement. Je remarque que c'est des sujets qui sont très complexes à appréhender et qu'on ne demande pas aux gens lambda, citoyens, ce qu'ils pensent. Et or, ils ont des expériences très, très significatives à partager et ils ont aussi une forme de politisation de terrain qui est très intéressante à mobiliser. Et c'est pour ça que voilà, je me revendique comme pas un anti-expert, mais en tout cas comme un citoyen qui se pose des questions. J'ai pris ma retraite à 28 ans en 2019. Retraite professionnelle, puisque j'ai décidé de me retirer du marché du travail avec d'autres amis. Donc ça nous faisait bien marrer à l'époque. En l'occurrence, j'ai pris cher et ça n'a pas duré longtemps, puisque les retraités, quand on est retraité, vous savez, depuis 2 ans, c'est compliqué. Du coup, j'ai dû reprendre le turbin. Alors, avant peut-être de poursuivre, 2 petites questions pour vous. Vous allez pouvoir répondre avec votre corps, vous allez voir, c'est très facile. J'ai besoin de savoir si le travaillisme a infusé les décroissants. Alors, est-ce que pour vous, le travail, comme ça, vous allez répondre spontanément et individuellement? Vous allez rester assis si pour vous, le travail, c'est terrible, c'est terrifiant, c'est vraiment un mal pour la société, vous restez assis. Si c'est quelque chose qui est pas cool, vous dites que c'est quand même pas terrible le travail, vous pouvez vous mettre accroupi, vous vous mettez debout si vous pensez que le travail c'est quelque chose qui est chouette et qui est souhaitable, et vous pouvez lever les bras si pour vous le travail c'est la vie. Donc je vous laisse vous exprimer comme ça par le corps, je vais pas vous poser de questions, mais quel est votre rapport au travail? Ah donc... Ça me rassure que Baptiste reste assis. Alors, il a dit s'il pouvait s'asseoir par terre, il le ferait. Merci. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de travaillistes parmi vous. C'est quand même une info à avoir pour la suite. Et la deuxième question, c'est le même principe. Vous allez pouvoir vous lever progressivement. Quel est votre jour préféré de la semaine? Si c'est lundi, vous restez assis. Puis vous montez jusqu'au vendredi, c'est debout. Samedi, vous tendez les bras comme ça, et puis le dimanche, vous levez les bras. Quel serait votre jour préféré de la semaine en ce moment? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok. Donc là, on a un premier paradoxe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de gens qui se sont levés plutôt le week-end. Alors on se demande pourquoi, j'ai pas le temps de vous poser des questions sur pourquoi vous voulez plutôt le dimanche, même s'il y avait des lundistes, je vous ai vu. Mais en tout cas, il y a un premier paradoxe, c'est qu'on a une relation au travail qui est très très subjective et le travail remplit des fonctions qui sont essentielles à l'humain. Voilà, il occupe les gens, c'est une première fonction. Il permet de rencontrer des gens, la socialisation. Il permet évidemment la subsistance par le revenu. Et il permet aussi la signifiance, le fait d'avoir du sens, de se sentir utile. Et en fait, je remarque dans vos réponses corporelles un truc qui est très très fréquent dans ma classe de petits bourgeois intellectuels. C'est que on n'arrive pas à critiquer radicalement le travail. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, car moi je m'intéresse au travail dominant, le travail marchand qu'est l'emploi. Et voilà, vous avez dans mon monde à moi beaucoup de personnes qui envisagent le travail avec une conception un peu philosophique. Elles travaillent toutes les activités de l'humain. Or, moi, le travail que je vois sur le terrain, c'est le travail qui se cache derrière la question « tu fais quoi dans la vie ?» Tu fais quoi qu'on peut poser assez fréquemment en soirée.
Et en fait, on remarque que les gens ne répondent pas à ce qu'ils font. Ça, c'est intéressant. Ils ne répondent pas à ce qu'ils font en ce moment. Ils ne répondent pas forcément ce qu'ils aiment et ils ne répondent pas ce qu'ils font le plus dans la semaine. Non, ils répondent plutôt à la question « Comment tu parviens à vendre ton temps ?» ou « Comment tu es exploité ?» Ça marche pour les femmes qui travaillent à la maison, pour faire écho à ce matin. Donc, le travail, on va dire dans sa définition populaire et dominante, c'est l'emploi. Et c'est pour ça que ça m'arrange bien que Pôle emploi, personnellement, quand je vois Pôle emploi qui se transforme en France Travail, je me dis qu'il y a une clarification de l'ennemi. Puisque la classe dominante utilise le mot travail, ne nous privons pas à l'attaquer. Le rapport au travail dans ma famille a été assez clair. Il a tourné autour de 2 définitions. Quand on veut, on peut. Et on n'a rien sans rien. Alors si quelqu'un parvient à comprendre cette expression, qu'il vienne me voir à la fin. Mon père est boucher, ouvrier, et aujourd'hui il est livreur, puisque quand vous êtes boucher pendant 35 ans, vous vous cassez la coiffe des rotateurs. Donc aujourd'hui il est livreur, et ma mère est fonctionnaire à la Poste depuis 40 ans. Mes parents ont vraiment intégré la valeur travail au point où ne pas être dans cette case de l'emploi fait de vous vraiment quelqu'un d'extrêmement bizarre. Et je remarque que c'est quand même une croyance cette valeur travail, elle est très 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 diffuse à travers toutes les classes sociales et notamment les classes populaires. Ça marche très bien. D'ailleurs, dans la Constitution, ils ont réussi à mettre ce droit à l'emploi. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi ce droit à l'emploi. Un droit, c'est quelque chose qui est censé être positif, genre un droit de vote, un droit à parler, s'exprimer. On aurait pu imaginer un droit au massage, à la raclette, ce que vous voulez, un truc un peu cool. Mais le droit à l'emploi, pour moi, c'est un peu la chance d'être exploité, si vous voulez. Donc c'est une sorte d'oxymore un peu bizarre que j'essaye de débunker tous les jours. Là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un souci avec le rapport au travail en France, c'est suite à l'expérience que j'ai eue à Pôle emploi. J'ai bossé pour Pôle emploi quelques temps, puis j'ai créé une asso pour accompagner des gens au chômage. Et au bout de quelques centaines de personnes accompagnées, il y avait 2 paradoxes qui me sont sautés aux yeux, parce que moi je partais du principe qu'il fallait les caser dans la caisse de l'emploi. Je pensais que c'était ça le problème. Et en fait, il y a 2 paradoxes. Le premier, c'est qu'ils cherchaient un travail, mais qui ne correspondait pas à leurs aspirations naturelles, en tout cas à leur activité de rêve. Premier paradoxe. Et deuxième paradoxe, c'est que on avait beau être en groupe, passer du bon temps, il fallait ce CDI. Et donc, progressivement, j'ai vu ce rapport de domination dans lequel nous met le marché du travail, qui fait qu'on est un peu étranger à nous-mêmes. On joue un jeu un peu bizarre, on est étranger à nous-mêmes, et puis on est mis au service d'un monde qui va chercher principalement la marchandisation de notre temps. Donc j'ai pris une petite claque parce que je me suis rendu compte que le problème n'était peut-être pas le chômage, c'était peut-être le travail. Et donc j'ai commencé à changer de fusil d'épaule, surtout quand j'ai pris conscience que le travaillisme, cette croyance dans la valeur travail, était partagée dans tout l'échiquier politique, à gauche comme à droite. On a du Bernard Friot, les communistes, et jusqu'à François Ruffin, pour ne citer que dans les personnalités qui parlent fréquemment de ce sujet, qui vont vous dire dans toutes leurs interventions, notre objectif, ça doit être que les gens soient fiers de vivre de leur travail. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Alors moi, je veux bien être fier de ne pas vivre de mon travail. Je veux bien être fier de vivre, de ne pas travailler, mais par contre, je ne veux pas être fier de vivre de mon exploitation. Ça m'intéresse vraiment pas. Donc, je me situe en opposition radicalement avec ces discours travaillistes. Je préfère donc affronter le travail dominant. Tac, tac, tac. Ok.
Alors, les conséquences, parce que la question quand même qui m'a été posée est la suivante, c'est quelles sont les conséquences du travaillisme sur la vie sociale. Alors, moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter du coup en détravaillant, donc c'est le mot qu'on utilise nous pour qualifier ce processus, ce choix de démarchandiser son temps et d'explorer tout ce temps libéré en dehors du travail. Car j'ai remarqué que les conséquences du marché du travail et du travaillisme sur la vie sociale sont assez catastrophiques. Donc on peut commencer par aborder la question environnementale pour faire le pont avec Joseph. Et comme l'a dit Baptiste ce matin, la question environnementale, les limites environnementales sont très liées aux limites sociales. Deuxièmement, le marché du travail actuel a tendance à individualiser les travailleurs. On le voit avec l'explosion des travailleurs indépendants précaires. Et a tendance aussi à marchandiser de plus en plus d'activités qui sont de base faites par des bénévoles. Et donc là, je pense par exemple au projet Territoire chômeur de longue durée. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je suis désolé. Il y a aussi une tendance au divertissement, à la consommation du temps libre, puisqu'on est épuisé, en fait, le travail nous épuise. Et donc, on envisage le temps libre, le week-end, les soirées, le week-end, les congés, comme des temps de repos et de divertissement dans la consommation. Donc ça, c'est quand même un peu problématique. Et aussi, du coup, j'ai repris le travail et c'est vrai que je me rends compte que passer 35 heures avec des personnes que j'ai pas choisies et qui partagent pas d'intérêt autre commun que le fait de travailler, c'est un peu pauvre. Je déteste pas mes collègues, mais je préférais passer du temps avec des amis et avec ma famille, en tout cas sur des projets qui me font kiffer, plutôt que passer 35 heures avec des personnes avec qui je partage pas non plus grand-chose. Donc voilà, et enfin, on pourrait aborder que le marché du travail aujourd'hui participe à la reproduction, comme ça a été dit ce matin aussi, pas des inégalités de genre et de classe. Le travail, en fait, a une origine, de notre point de vue, des travailleurs capitalistiques. Comme le dit André Gortz, la notion de travail est une invention de la modernité, ou plus exactement une invention du capitalisme industriel. Aussi longtemps que la production marchande était marginale et que l'essentiel des besoins était couvert par l'autoproduction et l'économie villageoise, la notion de travail tout court ne pouvait voir cours. Elle n'apparaît en son sens actuel qu'à mesure que la production et la consommation l'emportent sur l'autoproduction. Donc c'est vrai que nous, on fait le lien systématique entre le salariat et le travail moderne et le capitalisme. La fois où j'ai le plus senti cette pression sociale, c'était à un mariage. En fait, c'était le jeu des points communs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Les gens qui ont un point commun se lèvent et en fait, les mariés doivent deviner le point commun des gens qui se lèvent. Et il y avait donc j'avais bu quelques verres, je précise. Il y avait la question, c'était tous ceux qui sont à la retraite se lèvent. On était à un mariage que je connaissais pas grand monde, mais je me suis levé. Et en fait, les regards étaient quand même bizarres, puisque c'était vraiment des regards suspicieux. Je passais pour quelqu'un d'extrêmement dangereux d'un coup, puisque les rumeurs circulaient comme quoi j'avais gagné au loto, comme quoi j'étais sportif de haut niveau. Bref, peut-être un profiteur de la société. Et en fait, juste après, j'ai eu une expérience de somatisation en direct où j'ai reçu vraiment des coups de batte de baseball dans le bas du dos, puisque j'avais accumulé cette pression sociale qui avait été générée par ce choix un peu débile, il faut l'avouer. En fait, c'est dangereux d'être un oisif heureux. En 2024, c'est très contre-culturel d'attaquer le travail. J'ai encore 4 minutes. Je vais quand même préciser ce qui me dérange avec la petite bourgeoisie intellectuelle qui considère que le travail peut être sympa. En fait, ils oublient de considérer le travail agréable comme un privilège, puisque quand on regarde le marché du travail et l'exploitation généralisée à l'échelle mondiale, on se rend bien compte que si des gens peuvent se lever un lundi, parce qu'ils ont un travail agréable, avec des horaires choisis, avec des missions choisies, avec un statut professionnel choisi, c'est parce que d'autres se lèvent le samedi, parce
puisque justement, ils vont trimer du lundi au vendredi avec une activité qui peut-être est un peu plus subie. Et il faut quand même rappeler aussi un petit bouquin qui s'appelle Contre le travail de 1923 qui a été écrit par Renzi, un anarchiste italien, qui nous dit en fait, en gros, les communistes et les travaillistes de gauche oublient quelque chose de fondamental, c'est que toutes les luttes sociales se sont appuyées sur une conception, on va dire, sale et mauvaise du travail. C'est parce qu'on considère que le travail est un sacrifice et quelque chose de vraiment abject qu'on va pouvoir avoir un rapport de force avec les employeurs. Exemple très concret, moi je suis boulanger par ailleurs. Je considère que le travail de nuit, il faut l'abolir sur la boulangerie. Si je considère que c'est normal de travailler la nuit pour faire du pain à 7h du matin à des gens, derrière comment je vais pouvoir négocier avec mon patron des meilleures conditions de travail? Et en fait, Renzi nous dit attention, ne confondez pas les travailleurs avec le travail. C'est en attaquant le travail qu'on va le mieux défendre les travailleurs. C'est en reconnaissant le sacrifice que c'est de travailler qu'on va pouvoir, derrière, négocier, avoir un rapport de force réel, collectif avec les employeurs. Le détravail, c'est quoi? C'est sympa. Nous, on parle de... Je vous dis la définition qu'on a posée en s'appuyant sur les travaux de Gortz, c'est le processus de désengagement volontaire au travail marchand, dans le but d'étendre au maximum les activités autonomes, collectives, individuelles, ayant leur fin en elles-mêmes. Ça, c'est ça qui est intéressant. Autrement dit, c'est vouloir remettre les activités faites non pour de l'argent, mais pour le plaisir, la satisfaction, la joie qu'on en retire, et faites par amitié, amour, compassion, désir d'aider au centre de la vie. Voilà, c'est une conception démarchandisée du temps, on va dire. Il y a un énorme... Pas de travail, vous l'avez compris, mais il y a beaucoup de choses à faire pour réapprendre à utiliser ce temps libéré. Et le ministère du Temps Libre, en 1981, avait cette vocation, enfin en tout cas a eu pendant quelques jours, cette vocation de justement faire de l'éducation populaire et apprendre aux Français à utiliser leur temps libéré du travail, parce que c'est quelque chose dont on a peur. En fait, c'est le paradoxe aussi, c'est qu'on a peur du temps libéré. Je finirai donc sur une citation du Papalaghi, un petit livre que je vous conseille, de 1920. Le Papalaghi, c'est l'homme blanc, et ça retrace les propos d'un chef de tribu des îles Samoa qui est venu découvrir l'Europe. Mes amis, le Papalaghi a une profession. Il est difficile de dire de quoi il s'agit. C'est quelque chose qui devrait être fait avec plaisir, mais que la plupart du temps, le Papalaghi n'a pas envie de faire. Avoir une profession, c'est faire toujours une seule et même chose, la faire si souvent qu'on peut la faire les yeux fermés et sans effort. Un Papalaghi sans métier ne peut pas se marier et chacun est obligé d'avoir un métier. Les Papalaghis ont autant de professions qu'il y a de pierres dans la lagune. Chaque acte devient une profession. Quand quelqu'un ramasse des feuilles mortes, il en fait sa profession. Quand quelqu'un lave la vaisselle, il en fait sa profession. Tout ce qui peut se faire avec les mains ou la tête est un métier, même avoir des idées ou observer les étoiles. Et il n'y a que la profession qui puisse donner à chacun le droit d'agir. De là vient la plus grande des détresses du Papalaghi. Merci de m'avoir écouté.